En maintenant 76 ans de Formule 1, on a eu le temps de voir naître, mourir et changer nombre d'écuries, des gros motoristes des Italiens des années 1950 à la toute nouvelle arrivée sur la grille Cadillac. Actuellement, 11 d'entre elles sont en compétition pour les titres constructeurs et pilotes, une course à la fois, et c'est un nombre qui a d'ailleurs récemment augmenté, puisque c'est le plus grand nombre d'écuries en course depuis 2017. Ces écuries ne sortent évidemment pas de nulle part, et à l'exception de Cadillac fraîchement arrivé, comme je disais, elles ont toutes déjà une histoire en Formule 1, qui des fois remonte simplement à la décennie dernière, et des fois remonte au tout début de l'histoire du sport, si ce n'est avant. Certaines sont restées quasiment identiques depuis leur début, alors que d'autres sont complètement méconnaissables de leur souvent bien plus modeste début dans la compétition automobile. Cette évolution est traçable et explique beaucoup de choses sur la F1 actuelle, croyez-le ou non, et c'est un sujet que je trouve fascinant à sa façon. Donc aujourd'hui, je vous invite à remonter le fil et voir comment on en est arrivé à notre grille actuelle, en regardant d'où viennent les 11 modèles qui se font la guerre dès cette année sur les circuits. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui parle de changement d'identité au cours des années, et parfois de sujets moins en raccord avec mon identité de genre. On va faire un exercice plutôt intéressant avec l'ordre dans lequel je vais vous présenter les écuries actuelles. Parce qu'au lieu de vous les présenter dans l'ordre croissant d'apparition sous leur nom actuel, je vais vous les présenter dans l'ordre croissant de fondation de leur toute première itération. Vous verrez bien vite que ça va donner des résultats un peu particuliers. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, on a du pain sur la planche, croyez-moi. C'est presque insultant de vous présenter Ferrari. Fondée dans les années 1950 par le pilote italien Enzo Ferrari, elle est la plus vieille écurie encore présente sur la grille, et son visage a changé au cours des décennies, mais elle garde des traits de ses débuts. Ses voitures sont toujours écarlates, le jaune est resté dans leur ADN, qu'en disent certains fans de Lewis Hamilton un peu trop zélés, et le chaos a toujours fait partie de leur identité, pour être tout à fait honnête avec vous. Que ça soit Jean Todt, Mauro Forghieri ou plus récemment Frédéric Vasseur, l'aura de prestige de cette écurie historique reste tout de même paradoxalement suivie d'une atmosphère de mésentente constante. Comme Ferrari n'a jamais changé d'identité, je n'ai pas vraiment de généalogie à vous faire, donc je vous propose de davantage nous attarder sur leurs résultats et quelques faits que je trouve intéressants à leur sujet. Le premier résultat marquant de Ferrari est dès 1950, avec la seconde place d'Alberto Ascari au Grand Prix de Monaco. Leur première victoire, elle, viendra en 1951, avec la première place du pilote argentin José Froilán González au Grand Prix de Grande-Bretagne. Leur premier titre leur sera donné par Ascari en 1952. Fait remarquable avec Ferrari, comme son apparition sur la grille est postérieure à celle du championnat constructeur qui a lui été créé en 1958, son premier titre en tant qu'écurie ne date que de 1961 et a été accompagné du titre de l'américain Phil Hill. Depuis, ils en ont gagné 16, et ils sont donc les recordman du truc. De par son histoire et déjà un bon départ, Ferrari a le plus de champions du monde à son nom, avec, dans l'ordre chronologique de premier titre, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorne, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, oui c'est Jody pas Jody, Michael Schumacher et enfin Kimi Raikkonen. Parmi eux, le plus remarquable est évidemment Michael Schumacher, qui a amené pas moins de 5 titres à l'écurie au début des années 2000, et après plus de 20 ans de disette sur ce plan. Quant au titre constructeur, c'est d'autant plus impressionnant parce qu'il est très rare que Ferrari n'ait pas le titre écurie quand ils ont le titre pilote, alors qu'inversement, ils ont des fois eu le titre constructeur sans le titre pilote qui allait avec. Vous avez la liste à l'écran des saisons où ils ont eu le titre constructeur sans titre pilote, mais les années les plus notoires sur ce plan sont 1982, 1999 et 2007 à mon humble avis. Et comme je suis quelqu'un de très logique, on va commencer par la dernière. 2007 est le plus évident à vous détailler, puisque c'est l'année du Spygate, qui a vu McLaren être disqualifié du titre constructeur après un scandale d'espionnage industriel sur... Ferrari justement. Si vous calculez les points, Lewis Hamilton et Fernando Alonso avaient plus de points que Kimi Raikkonen et Felipe Massa. Mais la sentence a été irrévocable, et ils ont perdu le titre constructeur là-dessus. On en reparlera... Attends, c'est pas 2008 Mais attends, c'est 2008 en fait, c'est pas 2007 Non Bah si. 2008 est le plus évident à vous détailler, puisque c'est l'année du Spygate qui a vu McLaren être disqualifié du titre constructeur après un scandale d'espionnage industriel sur... Ferrari justement. Si vous calculez les points, Lewis Hamilton et Heikki Kovalainen avaient plus de points que Kimi Raikkonen et Felipe Massa, mais la sentence a été irrévocable et ils ont perdu le titre constructeur là-dessus. On en reparlera un autre jour peut-être du Spygate parce que c'est une des affaires les plus importantes de l'histoire de la F1.
1999 est un peu plus bizarre parce qu'en fait, si pour moi c'est un titre constructeur marquant, c'est plus parce que c'est un signe des choses à venir. Ferrari aurait sans doute prétendu au titre pilote si Michael Schumacher ne s'était pas cassé la jambe au Grand Prix de Grande-Bretagne au milieu de saison, laissant quasiment champ libre au pilote McLaren et Heinz Harald Frentzen, mais il n'était pas censé être dans la course lui. 1982, enfin, c'est l'année des SI chez Ferrari, parce que leur voiture de la saison était à la fois une des plus rapides et une des plus fiables. Mais elle avait un petit souci qui s'appelle l'effet de sol. Et surtout, leurs pilotes ont une malchance affreuse. Ferrari en 82, c'est 3 victoires. Je sais pas combien de podiums et un doublé à Imola, mais c'est surtout la mort de Gilles Villeneuve au Grand Prix de Belgique et l'accident quasiment mortel de Didier Pironi en Allemagne, qui a clairement coupé court à leur course au titre pilote. Je vais pas vous faire le récit ici, StatF1 explique ça très bien sur leurs pages respectives des courses concernées. Je vais simplement dire que si j'appelle ça l'année des SI, c'est parce que je vous invite à voir l'écart final entre Keke Rosberg et Didier Pironi à la fin de la saison, et vous imaginez qu'il y en a un qui a manqué les 4 dernières courses de la saison. Bon, et récemment, ça devient quoi Ferrari ? Eh bien, rien de bien brillant malheureusement, malgré un début de saison prometteur en 2022 qui a vu Charles Leclerc remporter les premières courses et prendre la tête du classement pilote. Tout ça pour que Max fucking Verstappen se rende compte qu'en fait il aimerait vraiment bien regagner un titre. On en reparle après de Max Verstappen, vous en faites pas. Leur dernière victoire remonte au Grand Prix de Mexico City 2024 avec Carlos Sainz et leur dernier podium au Grand Prix des États-Unis 2025 avec la deuxième place de Charles Leclerc. Ils se sont rapprochés du titre constructeur en 2024 et il a été disputé jusqu'à la fin de la saison à Abu Dhabi grâce à un niveau assez équivalent au McLaren de cette saison-là. Mais finalement, la victoire de Lando Norris et une mauvaise stratégie de course, un classique chez Ferrari, soyez étonnés, a achevé leur rêve. Et ils n'ont fini que second au classement derrière McLaren et devant Mercedes. Ah, on m'informe dans l'oreillette que Charles Leclerc a fini 3ème au Grand Prix d'Australie 2026. Eh bah, let's go, we're so back, this year is our year, des loulous et so loulous, un truc du genre. Je sais pas, je suis pas tifoso. Ah, Lewis Hamilton a enfin eu son premier podium avec Ferrari à Shanghai. Oh merde, moi qui avais déjà une vanne de prévue à ce sujet. Ah, tant pis. Ah, puis bon, c'est pas tout ça, hein. On a encore 10 autres écuries à voir, alors passons à la suivante. Deuxième des 3 écuries historiques, et en 2025 double championne constructeur en titre, McLaren a été fondée en 1966 par le pilote néo-zélandais Bruce McLaren. L'écurie est bien britannique, mais son logo est une référence à la Nouvelle-Zélande, puisque l'espèce de swoosh que l'écurie a actuellement sur ses monoplaces est une déformation d'un kiwi. Si, regardez, je vous jure que c'est vrai, on le voit bien sur les vieux logos de l'écurie là. McLaren est la seconde écurie la plus décorée de l'histoire de la F1 après Ferrari. Et comme pour Ferrari, comme l'écurie n'a jamais changé de nom, je vais m'attarder sur les résultats et faits amusants de son histoire. Du moins, ce que je trouve intéressant à pointer du doigt, vous devez finir par me connaître si vous êtes un régulier de cette chaîne. Le premier podium de McLaren a un peu tardé, puisqu'elle était obtenue par l'autre pilote néo-zélandais de la grille à l'époque, Denny Hulme, au Grand Prix d'Espagne 1968. La première victoire de l'écurie, elle, n'a été gagnée que par nul autre que Bruce McLaren lui-même, un peu après au Grand Prix de Belgique de la même année, faisant de lui un des seuls à avoir gagné avec sa propre voiture en F1, à l'instar du voisin Sir Jack Brabham. Le premier titre de McLaren est un doublé pilote-constructeur en 1974, remporté par le premier champion du monde brésilien de l'histoire de la F1, à savoir Emerson Fittipaldi. La liste des champions du monde avec McLaren comporte aussi James Hunt, Niki Lauda, oui encore lui, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton et, enfin nettement plus récemment, Lando Norris. Parmi eux, les plus notoires sont évidemment Prost et Senna, connus pour leur guerre intestine au sein de l'écurie à la fin des années 80. Affrontement qui continue après le départ de Prost pour Ferrari, et qui ne prit véritablement fin qu'après le départ de ce dernier de la F1 après la saison 1993. En plus de ses titres pilotes, l'écurie a aussi remporté le titre constructeur en 2024, le glanant au nez à la barbe de Ferrari, mais surtout des réels favoris du début de saison, Red Bull, et ce grâce à un fulgurant progrès de leur voiture après un catastrophique début de saison en 2023. Contrairement à Ferrari d'ailleurs, l'écurie s'est nettement plus illustrée sur le plan pilote qu'écurie, laissant souvent Ferrari assez ironiquement prendre les titres constructeurs. Je ne vous dirai pas que ça se voit de trop, mais si vous connaissez les licences de la série McLaren Tooned, et en particulier leur saison 2 où ils montraient tous leurs champions du monde, enfin sauf Lauda qui était sous contrat chez Mercedes à ce moment-là, et Hamilton qui était lui aussi chez Merco à ce moment-là, vous ne seriez pas très étonné d'apprendre ça. On peut cela dit noter l'hégémonie qu'elle a exercée entre 1984 et 1991, brisée seulement en 1986-87 par Williams, et encore, qui est à souligner à la fois par sa longueur et par son amplitude à certains moments. Si Prost et Senna n'avaient pas eu cette rivalité franchement homo-érotique par moments, tellement elle était passionnelle,
Je pense que cette période serait assez mal estimée, mais à la place, on a eu une des ères les plus marquantes de la F1, donc finalement tant mieux. Le titre pilote de 1984 est particulièrement intéressant parce que l'écart entre les premiers et deuxièmes est le plus petit jamais observé en F1, puisque un seul demi-point séparait Niki Lauda et Alain Prost, qui était nul autre que son coéquipier après son départ de Renault. Oui, rien que ça, cet écart peut qu'absurdement difficilement être plus bas que ça, puisqu'il est dû à une course interrompue largement avant la fin. Autre fait plutôt drôle au sujet de McLaren, ils ont 2 des plus jeunes champions du monde de l'histoire, y compris leur tout premier, puisqu'en effet, en 1972, Emerson Fittipaldi était le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 à 25 ans, 8 mois et 29 jours. Si de nos jours ça fait qu'Emo n'est que le 5e plus jeune champion du monde, à l'époque il a gardé ce record pendant plus de 30 ans. Oui, il y a eu des pilotes qui ont eu le temps de naître et devenir eux aussi champions du monde entre deux, notamment un certain Lewis Hamilton qui, en 2008, décroche son premier titre à l'âge de 23 ans, 4 mois et 11 jours, battant le record de son illustre prédécesseur. Contrairement à Emo, par contre, il ne le détiendra pas bien longtemps, mais on verra ça après aussi. Si vous vous demandez, le plus vieux champion du monde est Juan Manuel Fangio à 46 ans en 1957, mais sa vidéo elle parle pas de Maserati. L'écurie est actuellement double championne du monde, comme je le disais, et ses meilleurs résultats récents le reflètent. Le dernier podium de l'écurie est littéralement la dernière course de 2025, avec les secondes et troisième places respectivement d'Oscar Piastri et Lando Norris. La dernière victoire en date, elle, est étonnamment un peu plus en retrait, puisque c'est celle de Norris au Grand Prix de Sao Paulo 2025. Je vous aurais bien dit qu'elle était une des favorites pour 2026, mais ça serait vous flouer un peu parce que bon, la McLaren elle se fait coucher par les Mercedes et Ferrari en début de saison là. Quand elle est pas juste en train de taper les doubles did not start, on va dire. Ah, quelle idée j'ai eu de faire cette vidéo après le début de saison, moi. Haha, vous ne vous attendiez certainement pas à ce que je parle déjà de Mercedes, n'est-ce pas? Soit ça, soit vous vous demandez pourquoi je n'ai pas mis qu'il y avait déjà Mercedes en F1 en 1954. C'est facile à retenir, c'est un des titres de Juan Manuel Fangio. Eh bien, c'est parce que Mercedes F1, enfin de son vrai nom Mercedes AMG Petronas Formula One Team, n'est pas la même que la Mercedes des années 50 qui a définitivement disparu en 1955 après la tragédie des 24 heures du Mans qui a coûté la vie à 82 personnes, essentiellement des spectateurs. Non, la Mercedes actuelle est en fait la lointaine descendante de Tyrrell, une écurie fondée en 1970 par un marchand de bois britannique appelé Ken Tyrrell. Vous connaissez sans aucun doute le premier vainqueur de course qu'elle a eu, puisque ce n'est nul autre que Sir Jackie Stewart himself, le premier podium de l'écurie et sa seconde place au Grand Prix d'Afrique du Sud 1971, tandis que leur première victoire est venue un peu plus tard en Espagne, toujours au volant de Jackie Stewart. Il en va de même pour leur premier titre champion du monde, glané en 1971 lui aussi. Ils le gagneront à nouveau en 73, encore une fois avec Jackie Stewart. Tyrrell a eu une histoire assez longue et sinueuse sous ce nom, avec des anecdotes aussi folkloriques qu'introduire une voiture à 6 roues au milieu des années 70, le choix étrange de faire de Patrick Depailler son leader en 1977 alors que Ronnie Peterson était là depuis plus de saisons que lui dans l'écurie, ou encore la fois où Uncle Ken a empêché un de ses pilotes d'aller faire les 24 heures du Mans, non pas parce que ça gênerait les essais privés de son écurie, mais parce que l'année d'avant il a bien flippé quand il a appris l'hospitalisation de Didier Pironi suite à ses malaises au Mans. Vous pensiez que j'avais fini de parler de lui, hein? Think again! Au passage, oui, c'est une vraie histoire. Bref, Tyrrell est au sommet du monde au début des années 70, mais déchante très vite face aux McLaren, Ferrari et autres Lotus, au point qu'au début des années 80, c'est déjà une écurie de milieu de tableau, et ça prend des sortes de demi-miracles pour avoir des belles perfs. Dédicace à la victoire de Michele Alboreto au Grand Prix de César Palace 1982, qui n'a aucun sens si vous regardez le reste de la saison. L'écurie ne regagnera jamais ses lettres de noblesse, et malgré des tentatives de changer les choses et sauver le navire, l'écurie abandonne en 1998, où elle est rachetée par et devient British American Racing, ou BAR. BAR, c'est un autre animal, on va dire. Déjà, je vous invite à déguster avec vos yeux leur livret de 1999. Si vous avez mal à aux rétines, c'est normal, tout le monde trouvait ça déjà dégueulasse en 1999, et elle existe uniquement parce que les deux sponsors principaux de l'écurie, à savoir les cigarettes Lucky Strike et le truc en bleu là, avaient à la base chacun une voiture. Mais la FIA a dit ouais, non, vous vous baladez pas avec deux voitures différentes en fait. Et donc ils se sont retrouvés à faire ça. Ah, et BR en 99 c'est 0 points. 0. Nada. C'est d'autant plus hilarant quand vous savez que BR c'est un projet mené par Joe Clear et... Jacques Villeneuve, champion du monde 97. Ah, il aurait peut-être mieux fait de rester à Williams celui-là. BR s'améliore cela dit au cours des années, au point on peut voir l'écurie glaner des podiums. Ses installations à Brackley, où elle est implantée depuis la naissance de Tyrrell, attirent en particulier Honda, qui est un motoriste bien connu en F1 pour ses victoires et titres avec McLaren dans les années 80-90, et le GP2 Engine.
Honda cherche en effet à avoir sa propre écurie en F1 et rachète donc BR pour en faire Honda F1, qui ne durera cependant que quelques années, 3 pour être exact, de 2006 à 2008, ce qui a toutefois laissé l'occasion à Jenson Button d'enfin gagner son premier Grand Prix. Faute de budget et de résultats, elle est revendue pour 1 euro symbolique à Ross Brown, ancien ingénieur en stratégie entre autres chez Ferrari. Si vous avez entendu parler de la masterclass de stratégie du GP de Hongrie 98, c'est son idée. Qui en fait alors Brown GP. Cette nouvelle écurie récupère Brackley, une innovation qui sera bannie dès l'année suivante, et enfin les 2 pilotes Honda de l'époque, à savoir Rubens Barrichello et Jenson Button. Elle commence la saison de façon canon et la finit avec moins de panache, mais elle a fait l'impensable. Brown GP est championne du monde pilote comme constructeur dès sa première saison en 2009, donc pour sa seule saison. Parce que oui, ces très bons résultats ont attiré un très gros poisson, le groupe Mercedes-Benz, qui fournit déjà McLaren en moteur en F1 à ce moment-là, mais souhaite aussi sa propre écurie maintenant. Il rachète donc Brown GP qui devient dès 2010 Mercedes Grand Prix, plus tard Mercedes AMG Formula One. Et c'est comme ça qu'on arrive à la Merco actuelle. En termes de résultats et par rapport à son âge, Mercedes F1 est un mastodonte avec 7 titres pilotes et 8 titres constructeurs glanés entre 2014 et 2021. 6 de ces titres ont été gagnés par Lewis Hamilton et 1 par Nico Rosberg en 2016, je pense que nous n'avons pas grand chose là-dessus. L'écurie a cependant été victime du changement de régulation pour l'ère effet de sol hybride, perdant vraiment de sa superbe en 2022, et encore maintenant l'écurie reste en retrait par rapport à McLaren ou selon la saison Ferrari ou Red Bull. Sauf qu'on est en 2026 maintenant. Et les dernières performances notoires de Mercedes sont très récentes puisque elle domine le début de la saison avec 2 doublés en Australie et en Chine. Ce dernier est d'ailleurs la première victoire d'Andrea Kimi Antonelli, second plus jeune vainqueur de Grand Prix et plus jeune poleman de l'histoire à Shanghai, devant son coéquipier George Russell, qui est lui dernier vainqueur et poleman sprint en date. Après, où ça finira, je peux pas vous dire. Et aussi, ce sera la seule mention de la sprint, c'est pas des vraies courses de toute façon. Fondée par Frank Williams en 1975 et à la base un budget pas forcément très élevé, c'est la plus jeune des 3 écuries historiques. Et celle qui a connu les plus grosses fluctuations en termes de succès, ayant à la fois connu titre après titre dans les années 90, mais aussi le fond de grille à la fin des années 2010 et au début des années 2020, au point que leur point au Grand Prix de Hongrie 2021, donné par les 6e et 7e places de leurs pilotes, était leur premier en 3 saisons. Ah, ça change de la domination insolente du début des années 90, ça c'est sûr. Williams est une écurie un peu particulière par rapport à ses cousines historiques, parce qu'elle a eu des noms vastement différents à sa création, notamment celui de Iso Marlboro, parce qu'à l'origine, Frank il n'avait pas vraiment beaucoup de sous pour gérer son écurie, et il a donc eu recours à énormément de pilotes payants et de sponsors un peu bizarres. À vrai dire, elle a techniquement eu 2 itérations avec des noms légèrement différents, mais comme Frank Williams Racing Cars n'a vécu qu'1 an avant de devenir l'actuel Williams Racing, on va laisser passer. Les premiers résultats de Williams ne tardent finalement pas trop puisque leur premier podium est la seconde place de Jacques Laffite au Grand Prix d'Allemagne 75. Ironiquement, c'était sur un circuit que Laffite détestait tout particulièrement, à savoir le Nürburgring. Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que la coqueluche de Guy Ligier soit notoire dans l'histoire de Williams F1, mais vous seriez étonné de la petitesse du monde des fois. La première victoire de Williams, elle, tarde un peu plus, puisqu'elle est celle du pilote suisse Clay Regazzoni au Grand Prix de Grande-Bretagne 1979. Elle sera toutefois vite suivie, en 1980, du premier titre pilote de l'écurie, à savoir celui de l'Australien Alan Jones, gagné au nez et à la barre de Nelson Piquet dès l'avant-dernier Grand Prix de la saison au Canada. Ce titre sera suivi par ceux de Keke Rosberg en 1982, Nelson Piquet en 1987, How the Tables Turn ou un truc du genre, Nigel Mansell en 1992, Alain Prost en 1993, Damon Hill en 1996, et enfin, le dernier en date, Jacques Villeneuve en 1997. Ah bah oui, il fallait bien vous rappeler pourquoi on a des plaintes sur les gommes dures la moitié de la saison sur Canal. Un peu comme McLaren, Williams a essentiellement des titres pilotes. Faut dire, je viens de vous mentionner que Keke Rosberg est champion du monde 82, mais elle a quand même quelques titres constructeurs. Ils datent essentiellement de leur âge d'or des années 90, mais on peut noter aussi 86 et 87 qui correspondent au titre, en partie volé, on va pas se mentir, de Piquet à une très bonne saison 87 qui a quand même vu Prost champion du monde, mais bon on s'en remet. Ils ont en tout cas été les seuls à percer une bulle dans la domination de McLaren à une époque où Prost et Senna crevaient l'écran et s'échangeaient les titres comme un jouet en soirée. En parlant des titres pilotes de Williams, leur spécialité c'est d'avoir parmi les plus vieux titres de la liste. Si on exclut les pilotes des années 50 comme Juan Manuel Fangio qui ont précédé le championnat du monde comme on le connaît actuellement, Nigel Mansell est un des plus vieux champions du monde puisqu'il a décroché son premier et unique titre en 1992 à l'âge de 39 ans et 8 jours spécifiquement. Non loin de lui se trouve d'ailleurs, dès l'année suivante, le 4e titre d'Alain Prost qu'il a acquis à 38 ans, 7 mois et 2 jours.
ce qui était dans les deux cas vieux pour l'époque. Ça l'est nettement plus que Senna, qui a eu le titre 91 à 31 ans, ou même Michael Schumacher, qui leur succédera dès 94. Plutôt ironique quand vous savez que leur dernier champion en date, lui, avait battu le record du plus jeune gagnant des 500 miles d'Indianapolis en 95, et demeure encore aujourd'hui le 9e plus jeune champion du monde. Bon, j'avoue que ça m'aurait fait rire que Bon, j'avoue que ça m'aurait fait rire que Jacques Villeneuve soit plus jeune champion du monde que Lando Norris, mais malheureusement les statistiques ne sont pas alignées dans mon sens. Cela dit, comme 26 ans, 6 mois et 7 jours, ça reste vachement plus jeune que Nigel la moustache en 92, mon contraste fonctionne encore. Williams a connu un âge d'or dans les années 90, en partie parce que le moteur Renault qu'ils avaient était de loin le meilleur de la grille. Et d'ailleurs, le seul vrai rival de Williams au milieu des années 90, Benetton, était lui aussi équipé par Renault. À partir de 98, cependant, l'écurie ne parvient plus à regagner le haut de grille, et certainement pas sur le long terme. Dans les années 2010, la situation financière de l'écurie empire aussi, au point que l'écurie rachetée en 2010, mais conserve son identité de Williams. Les derniers meilleurs résultats de l'écurie reflètent sa lente descente aux enfers, mais aussi sa récente dynamique positive. Parce que si la dernière victoire remonte à celle de Pastor Maldonado en Malaisie en 2012, ouais, me demandez pas, elle est très très bizarre celle-là. Les derniers podiums de l'écurie sont ceux de Carlos Sainz, encore lui, en Azerbaïdjan et au Qatar en 2025. Les choses sont plutôt positives pour l'écurie de Woking. On va juste ignorer leur début de saison, ok? Du moins, les choses sont plus positives qu'elles le sont qu'en 2021 où ça faisait pleurer George Russell d'enfin gagner des points. Ok, alors accrochez-vous pour celle-là parce que si Williams c'était simple à expliquer, là on a de quoi faire. La première forme de l'Alpine actuelle est en fait l'écurie Toleman, fondée en 1981. Si vous avez entendu parler de cette écurie restée seulement 4 saisons sur la grille sous ce nom, c'est sans aucun doute pour les résultats d'Ayrton Senna avec elle, puisque ça a été sa première écurie avant qu'il rejoigne Lotus puis McLaren. Ces résultats sont d'ailleurs les premiers notoires de l'écurie, toute identité confondue, que la seconde place de Senna au Grand Prix de Monaco 1984, soit dès sa première saison au passage, et le premier podium de l'écurie, même s'il faudra attendre sa prochaine itération pour qu'elle puisse en gagner un. En 1986, Toleman devient Benetton, ayant été racheté par la marque de vêtements du même nom. C'est la même année que l'écurie obtient d'ailleurs son premier succès avec la victoire de Gerhard Berger au Grand Prix du Mexique. Berger qui sera un personnage marquant de l'histoire de l'écurie à 2 reprises, puisque c'est aussi là qu'il finira sa carrière dans la seconde moitié des années 90. Forcément, si je vous dis Benetton, vous allez sans aucun doute d'abord imaginer Michael Schumacher, qui a été recruté par un mec pas connu appelé Flavio Briatore, au nez à la barbe du mec qui avait vraiment repéré ce jeune allemand au talent tellement cosmique que je ne saurais vous le décrire. Schumacher arrive donc dès 91 à Benetton, dès le début de sa carrière en F1 à vrai dire, et contribue grandement au succès de celle-ci au milieu des années 90. C'est en effet avec lui que l'écurie obtient le titre pilote en 94, puis le doublé pilote-constructeur en 95. D'ailleurs, les 2 titres de 95 sont si monstrueux que Schumi est champion du monde dès le Grand Prix du Pacifique, puis Benetton au Grand Prix suivant au Japon, laissant la course en Australie bredouille d'intérêt sur ce plan. A partir de 1996, avec le départ de Schumacher pour Ferrari puis du moteur Renault pour quelques années, Benetton perd un peu de sa superbe jusqu'à devenir une écurie de milieu de grille. Elle est alors rachetée par Renault, qui en fait la seconde itération d'une écurie F1 pour le motoriste français. Renault adore arriver, partir, revenir, repartir et encore revenir en F1, on pourrait en faire tout un épisode, voire une série parce que c'est n'importe quoi. Pour récapituler, la régie était arrivée en F1 en 1977 sous le programme Renault Sport et a eu toute la priorité après la victoire au Mans 78. Faites semblant d'être surprise, c'est pas comme si j'avais fait un épisode là-dessus. Après quelques saisons de victoires en course, mais surtout de voitures instables qui claquaient dans les pattes de ses pilotes, demandé à Jean-Pierre Jabouille, la régie est partie en 85, tout en continuant à fournir des écuries en moteur jusqu'à 1997, notamment Williams et Benetton donc. Visiblement, ça leur manquait d'avoir une écurie de F1, parce qu'en 2001, Renault rachète donc l'écurie Benetton, qui devient alors Renault F1, deuxième du nom. Sous cette itération, l'écurie passe quelques saisons de tranquillité avant de percer en 2003 avec un jeune espagnol du nom de Fernando Alonso, qui gagne son premier GP en 2003, devenant alors le plus jeune gagnant de l'histoire de la F1. Grâce à une bonne voiture, un talent pour le pilotage et d'autres événements, Alonso devient champion du monde en 2005 et 2006, donnant le titre pilote à son écurie, qui elle aussi gagne d'ailleurs le titre constructeur. Cela dit, c'est le summum pour cette écurie, parce que Renault ne regagnera jamais un tel niveau, puisqu'elle foire les passages aux régulations de 2007 puis 2010. Entre deux, Briatore a créé le scandale du Crashgate, quand il a demandé à Nelsinho Piquet, oui le fils de Nelson Piquet si vous vous demandiez, de volontairement s'écraser dans le mur au Grand Prix de Singapour 2008 pour permettre à Fernando Alonso d'avoir un arrêt au puits avantageux et lui donnant ainsi la victoire. Rien que ça, ouais.
L'écurie prend en 2012 le nom de Lotus, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2012 pour qu'on en arrive là. Le nom reste quelques saisons, le temps que Kimi Raikkonen pille la caisse avec une clause à la con dans son contrat, je vous raconte pas l'histoire, tous les comptes Instagram pétés de même pas drôle de la F1, on fait un post ou deux à chaque break hivernal, puis l'écurie redevient Renault en 2016. La parenthèse est aussi brève qu'étrange, je vais pas vous mentir. On a donc quelques années de plus de Renault, dont la performance la plus notoire sera le podium d'Esteban Ocon au Grand Prix de Sakhir 2020. Une histoire complètement rocambolesque elle toute seule, et dont on reparlera après pour Aston Martin. En 2021, l'écurie change encore de nom pour devenir Alpine, d'après la marque auto qui a été absorbée progressivement par Renault dès les années 70, les Renault Alpine du Mans, tout ça. Et c'est sous ce nom que ses meilleurs résultats les plus récents ont été obtenus. Leur dernière victoire est donc celle d'Esteban Ocon, encore lui, au Grand Prix de Hongrie 2021, qui reste encore aujourd'hui la seule victoire de l'écurie sous ce nom. Le dernier podium de l'écurie, lui, est un peu plus récent, et c'est l'improbable double podium de Pierre Gasly et encore Esteban Ocon au Grand Prix de Sao Paulo 2024, où les deux Alpines ont profité d'une bonne stratégie, pour une fois, sous la pluie, d'un gros coup de chance et que seul Max Verstappen était assez fou pour aller les battre. Ocon a même manqué de gagner cette course quand même, c'est vous dire le niveau de perf du week-end d'une voiture pourtant pas au niveau. Comme quoi on peut toujours compter sur les Normands pour conduire sous la pluie. Ah, ironique hein, quand vous savez qu'Ocon a été viré comme un malpropre en fin 2024. Alias l'écurie auparavant connue sous le nom de Minardi. Vous allez vite comprendre pourquoi certains la surnomment comme ça. Et oui, ça peut sembler surprenant de la présenter avant Red Bull, son écurie mère, mais les racines de Racing Bull sont plus anciennes. Tout commence en 1985, quand un Italien du nom de Giancarlo Minardi décide de créer sa propre écurie de Formule 1. Il installe son écurie à Faenza, en Italie. Si les Minardi ne seront jamais de bonnes voitures et qu'elles n'auront d'ailleurs jamais de podium, la longévité de l'écurie est notoire, puisqu'elle existe ainsi jusqu'en 2005. Pour vous dire, elle a survécu à l'extinction massive des petites écuries des années 80 puis début 90. Donc si son budget était clairement pas suffisant pour gagner, elle a tout de même réussi à survivre. Le souci, c'est que cette écurie n'a jamais fait de podium sous le nom de Minardi, malgré ses 20 saisons en F1, donc vous retracez leur palmarès, c'est pas particulièrement intéressant. Minardi est cela dit notoire pour avoir été la première écurie de nombre de pilotes connus, en particulier un certain Fernando Alonso, qui a connu sa première saison en 2001. On peut aussi citer l'Australien Mark Webber, qui a marqué les seuls points de l'écurie en 2002 quand il est arrivé en F1. Et aussi j'ai une amie qui a pu parler à Giancarlo Minardi lui-même pour un de ses romans et je trouve ça trop bien pour pas vous le mentionner. Ouais, tous mes amis sont plus cool que moi si jamais vous vous demandiez. Bon, fin de la parenthèse. En 2006, Minardi est racheté par Red Bull, la marque de boissons énergisantes, qui décide de tout garder à Faenza, mais d'en faire son écurie junior pour préparer son écurie principale, dont promis on parle bientôt. L'écurie prend alors le nom de Toro Rosso, ce qui veut dire taureau rouge en italien. Ouais, ils sont foulés sur le nom, hein, comme vous pouvez le voir. La première victoire de l'écurie arrive en 2008, soit avant Red Bull Racing. Non, je vous jure, on en parlera quand on parlera de Red Bull eux-mêmes. Mais au moment du Grand Prix d'Italie 2008, l'écurie mère n'a encore rien gagné. Qui a donc réussi à faire ce miracle, profitant à la fois de la pluie et d'une stratégie osée en piste? Eh bien, ce n'est nul autre qu'un jeune Allemand très ambitieux du nom de Sebastian Vettel, qui devance alors Lewis Hamilton pour le record du plus jeune gagnant en Grand Prix. Record qu'il gardera jusqu'en 2016. Il y en a clairement eu un qui a su faire sa place en F1. Même pas besoin de vous donner le premier podium de l'écurie, c'est le même Grand Prix. Cela dit, la perf de Baby Schumi sera le pic de performance de Toro Rosso, qui connaît surtout les humeurs de Helmut Marko, responsable du programme jeune pilote de Red Bull et grande source de jeux de chaises musicales entre les deux écuries du groupe. Que ce soit Daniel Kvyat échangé avec Max Verstappen au milieu de la saison 2016, ou peu importe ce que Marko a foutu avec Pierre Gasly et Alexander Albon en 2019, il y a de quoi faire niveau bazar. En 2020, Toro Rosso change de nom et s'appelle à présent Alpha Tauri, le nom de la marque de vêtements du groupe Red Bull, qui espère ainsi faire la promotion de ses fringues au passage avec tout le reste. Sous ce nom, l'écurie a eu sa deuxième et dernière victoire en date, l'impeccable performance de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie 2020. Et quand je dis impeccable, ce n'est pas mon patriotisme, mon amour pour la réaction excitée de Julien Febvre quand il commentait la course, qui parle pour moi, mais c'est l'authentique. Cette Alpha Tauri n'aurait jamais dû gagner un Grand Prix, et pourtant nous y voilà. Dommage que le Covid ait impacté le podium, parce que regardez-moi ça, c'est du cinéma. En 2024, et je ne saurais absolument pas vous dire pourquoi, mais l'écurie rechange de nom et devient RB. Juste RB. Enfin, de son nom officiel, Visa Cacha RB ou VCarb. Ouais, cette écurie a un nom tellement court que pendant un an, personne ne l'appelait par son vrai nom. Soit c'était le truc complet, soit c'était Alpha Tauri, surtout si vous vous appelez Pierre Gasly, soit c'était l'écurie anciennement connue sous le nom de Minardi. Je vous ai dit qu'on y reviendrait. Dès 2025, l'écurie rechange de nom et devient Racing Bulls.
ce qui est pas forcément mieux dans les deux cas, et les accusations de complaisance anti-jeu du groupe Red Bull ne sont pas près de s'atténuer. C'est d'ailleurs la saison dernière, au moment de la réalisation de cette vidéo, que l'écurie a eu son dernier podium en date avec la surprenante, mais méritée, 3ème place d'Isaac Adjar au Grand Prix des Pays-Bas. Un Grand Prix qui n'a pas manqué de surprise pour tout le monde. Décidément, entre ça et le fait que leur personnel a été pas mal français, cette écurie, elle semble tirer sa puissance des baguettes. Comme Minardi, Aston Martin F1 a un petit surnom des fois, qui est Team Silverstone, une allusion à où se trouvent ses locaux et garages. L'écurie est en effet installée à côté du circuit de Silverstone, où, pendant de nombreuses années, elle a aussi mené ses essais privés. Cette fois, notre histoire commence en 1991 avec un ancien pilote irlandais du nom d'Eddie Jordan. Ambitieux, il décide de créer sa propre écurie de F1, du nom de Jordan Grand Prix, après des expériences en Super Formula au Japon. Malheureusement pour lui, Eddie n'a pas autant d'argent que la majorité de ses compétiteurs, et dépend donc énormément de sponsors dont il cherche à récolter le plus de fonds possible et de pilotes payants. Jordan a cependant un petit talent pour repérer les pilotes notoires de demain, puisqu'après une mésaventure légale de son pilote payant, Eddie Jordan recrute Michael Schumacher avant de se le faire piquer par Flavio Briatore. Quelque temps plus tard, il recrutera Rubens Barrichello, qui, s'il n'a jamais été champion du monde, est un des pilotes brésiliens les plus notoires de l'histoire de la F1. C'est d'ailleurs lui qui ramène à l'écurie son premier podium avec sa 3ème place, au Grand Prix du Pacifique 1994, après lequel, comme nous le savons tous, Rubens a traîné son mentor Ayrton Senna au McDo de Disneyland Tokyo, au plus grand malheur de Magic. Jordan Grand Prix se balade ainsi de sponsor en sponsor, de motoriste en motoriste, de saison ric-rac en saison ric-rac. L'écurie recrute Eddie Irvine, il va à Ferrari, elle recrute des sponsors, certains restent, d'autres partent. Et en 1998, coup de chance pour Eddie Jordan, il parvient à mettre le grappin sur Damon Hill, champion du monde 96, que ça arrange aussi après son remplacement par Frentzen en 97, puis la saison désastreuse qu'il y a eu avec Arrows, écurie du fond de grille qui a suivi. Damon le rend bien, puisqu'en 98, il a l'occasion de profiter de l'absolu chaos au départ d'un orageux Grand Prix de Belgique, qui va abandonner 12 voitures, y compris tous les candidats au titre, de petit pilote presque, dès le premier tour. Jordan a son premier doublé, Damon Hill devant Ralf Schumacher, ce qui sera la première des 4 victoires de l'écurie sous ce nom, et la dernière de la carrière de Hill. Jordan GP atteint le summum de sa carrière en 99, profitant d'un très bon moteur fourni par leur nouveau partenaire, Mugen Honda, une branche du Honda. Ralf Schumacher est parti à Williams, mais à la place, Eddie Jordan a récupéré Heinz Harald Frentzen, qui lui aussi le lui rend bien avec 2 victoires en France et en Italie, cette première étant elle aussi sous un chaos pluvieux et une 3ème place au classement constructeur et pilote, décidément. Après ça, l'écurie n'atteindra jamais ses hauts à nouveau. Toutefois, malgré son budget maigre par rapport aux Ferrari et McLaren de son temps, Jordan parvient à arracher une dernière victoire au Grand Prix du Brésil 2003 avec Giancarlo Fisichella, qui profite une fois de plus d'une chaotique course sous la pluie, achevée avant que tous les tours ne soient accomplis par les pilotes. Cette fois, c'est la première victoire de Fisico, mais la dernière de Jordan. Faute de revenus, de plus en plus distancée, l'écurie est finalement revendue par son fondateur en 2005. Elle devient Spiker en 2006, mais est à nouveau rachetée, et devient donc Midland en 2007. Comme son nom l'indique, le succès ne lui revient pas non plus. Enfin, elle est encore rachetée par un riche businessman indien, Vijay Mallya, qui la renomme alors Force India. Ce nom est celui qui restera le plus longtemps après le nom d'origine de l'écurie, et vous reconnaîtrez sans doute le nom de certains de ses pilotes, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon. Elle est alors une écurie de milieu de tableau, ce qui, dans les années 2010, c'est pas si mal quand vous voyez le fond de la grille constitué par HRT, Caterham et Marussia, futur Manor, future écurie disparue. Alors, truc marrant au sujet de DJ Mallya, il est arrêté en 2018 pour fraude fiscale et détournement de fonds. Suite à cette arrestation, l'écurie est quelque peu mise en danger, déjà parce que Mallya était plutôt mauvais pour gérer ses fonds, mais aussi parce qu'elle n'a à présent plus de patron ou team principal pour la gérer. En profite alors un autre milliardaire, canadien cette fois, Lawrence Stroll, qui en profite alors pour mettre son fils Lance dans l'écurie. Et virant au passage Ocon parce que Perez ramenait plus de fonds, et Ocon se retrouve à bouffer la boue une saison durant. Une autre histoire, que direz-vous ? Force India devient alors en 2019 Racing Point, dont le logo sent vraiment la flemme, je sais même pas comment ils ont réussi à prouver ça tellement il est nul. En 2020, leurs voitures sont surnommées les Mercedes Rose, à cause de leur similitude à la W10 de l'année d'avant. En tout cas, c'est ce que Renault accuse Racing Point d'avoir fait. Plus tard dans la saison, Sergio Pérez gagne le Grand Prix de Sakir qui, vous l'avez deviné, est chaotique cette fois parce que Mercedes a fait n'importe quoi avec les pneus de leurs pilotes et aussi parce que Verstappen et Leclerc se sont télescopés en début de course. C'est la dernière victoire de l'écurie à ce jour, tout nom confondu. En 2021, l'écurie devient Aston Martin parce que c'est plus classe quand même et adopte donc le vert émeraude, signature du prestigieux constructeur britannique.
Cette nouvelle Aston Martin n'a rien à voir avec celle des années 50 du même nom, qui elle a disparu plus de 4 décennies auparavant. Avec l'argent de Lawrence Stroll, l'écurie peut enfin développer ses facilités et se permet même de recruter d'abord Sébastien Vettel, puis Fernando Alonso. C'est d'ailleurs Papy Fernand qui ramène les podiums les plus récents de l'écurie, le dernier en date étant le Grand Prix de Sao Paulo 2023, où Alonso a piqué la 3ème place à la dernière minute à Sergio Pérez, maintenant à Red Bull. Tout est cyclique en F1, bordel. Comme le GP2 Engine! L'arrivée d'Audi en F1 était un sujet majeur de rumeurs au cours de ces dernières années, avant d'être confirmé en 2024, lorsque le motoriste allemand a racheté l'intégralité d'une des dernières petites écuries encore présentes en F1, Sauber. Notre histoire commence en Suisse allemande en 1994, lorsque l'ancien pilote Peter Sauber se lance en Formule 1 avec sa propre écurie. Elle est évidemment modeste à ses débuts, d'abord équipée par Mercedes, qui en profite pour tester l'eau, puis par Ford Cosworth. Son premier podium vient au Grand Prix d'Italie 1995, qui est un peu n'importe quoi, je vais pas vous mentir, regardez-moi juste la tronche de 10 podiums. Et oui, le pilote qui a eu ce résultat, c'est le 3ème, un Allemand dont je vous ai jamais parlé, du nom de Heinz Harald Frentzen, qui a commencé sa carrière à Sauber. Il est parmi les premiers d'une longue série qui ira jusqu'en 2025 avec Gabriel Bortoleto. Mais pour le moment, restons dans les années 90. Parmi les gens arrivés en F1 avec Sauber, je me dois quand même de vous citer les noms les plus connus, qui comportent quand même des champions du monde comme Kimi Raikkonen, qui a débuté avec l'écurie suisse en 2001, ou même des vice-champions du monde comme Charles Leclerc. Bon allez, retour aux années 90. Si ce sponsor que vous voyez actuellement sur la combi de HHF vous perturbe, oui, sachez qu'avant d'avoir leur propre écurie, Red Bull était le sponsor principal de Sauber, ce qu'ils ont arrêté de faire quand ils ont eu leur propre écurie, dont on parle bientôt, je vous le promets. En attendant, ne soyez pas perturbés de voir Jean Alesi ou HHF se balader dans les anciennes couleurs de la boisson énergisante la plus connue du sport auto, n'en déplaise à Monster ou l'autre là. Idem pour Petronas, qui est aujourd'hui unanimement associé à Mercedes, étant leur fournisseur carburant et vous savez le sponsor qu'il y a dans leur nom, mais qui à l'époque donnait son nom à un moteur Ferrari un peu modifié, d'où le nom officiel de Sauber Petronas, qui restait un petit paquet de saison. En 2005, l'écurie est partiellement rachetée par BMW et devient alors BMW Sauber. C'est sous ce nom qu'elle connaît son apogée avec sa première et seule victoire à ce jour, le doublé de Robert Kubica et Nick Heidfeld au Grand Prix du Canada 2008. C'est aussi encore à ce jour la seule victoire d'un pilote polonais en F1, puisqu'il n'y en a eu aucun avant ou même après Kubica. Comme quoi, c'est une course auto. Malheureusement pour Sauber, BMW revend ses parts en 2011, et l'écurie change donc à nouveau d'identité comme de motoriste. Commence alors une période de relative basse performance, l'écurie étant cantonnée au milieu de tableau si ce n'est le fond. La seule performance notoire à relever est le seul podium d'un pilote japonais en F1 avec Kamui Kobayashi au Grand Prix du Japon 2012, et donc à domicile qui plus est, et qui était jusqu'en 2025 le dernier pilote à être monté sur le podium avec une quelconque forme de Sauber. En 2019, Sauber signe un accord avec Alfa Romeo, dont elle portera les couleurs sous le nom d'Alfa Romeo Sauber, et qui est une identité différente de l'Alfa Romeo qui a gagné au tout début des années 50 avec Juan Manuel Fangio, ainsi qu'une identité différente de l'Alfa Romeo des années 1980 où vous avez pu avoir Patrick Depailler ou Andrea de Cesaris. Oui, il faut suivre, c'est le 3ème Alfa Romeo de l'histoire de la grille. La principale différence qu'ici notre écurie a pour motoriste, Ferrari. Logique. Cet accord se termine en 2023. Donc en 2024, l'écurie devient l'absurdement flashy Steak F1 Kick Sauber. Ou un autre ordre, j'avoue que je sais plus. Dont la livrée à en faire pâlir de jalousie une canette de Monster ne manquera pas à grand monde, je pense. La voiture de 2024 est à chier. On est à 4 points, donc 4 marqués par Zhou Guanyu au Grand Prix du Qatar, complètement à la dernière barlock et en toute petite partie parce que ce GP a été géré avec le cul. Mais ce n'est pas ce qu'on retiendra le plus de leur saison. Et ce n'est pas non plus le légendaire arrêt de 52 secondes de Valtteri Bottas. Non, c'est le rachat de l'écurie par Audi. Et l'annonce que Sauber deviendrait son écurie officielle à partir de 2026, traitant la saison 2025 comme une saison de transition. Et un peu comme la mienne, ça a l'air de stagner pas mal quand même. Mais avant tout ça, je me dois de vous mentionner le dernier podium de l'écurie en date, puisque c'est le premier podium de Nico Hülkenberg au Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, qui brise donc une série de plus de 200 Grands Prix sans podium, recordman absolu. Et on arrive naturellement en 2026, cette année, où l'écurie a adopté une esthétique chromée avec une touche de vermillon bien visible à la télé. Genre, ouais, ça pète leur truc quand même. Est-ce que le moteur Audi est bon? Bah, il a l'air moins mauvais que le moteur Honda d'Aston Martin déjà, hein.
Oui, on va enfin parler de Red Bull. Ça vous étonne, hein, que je vous ai parlé quasiment toute la grille avant une des plus grosses écuries actuelles? Eh bien, c'est parce que l'histoire de Red Bull Racing ne commence qu'en 1999, avec la création d'une écurie appelée Stewart Grand Prix. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, elle a été fondée par Jackie et Paul Stewart, père et fils pilotes, et ça se voit dans leur livret puisque Jackie a intégré son tartan écossais dans le logo de l'écurie. Elle est installée à Milton Keynes, en Angleterre, où son usine se trouve encore aujourd'hui. Dès sa première saison, l'écurie chope son premier podium avec la 3ème place de Rubens Barrichello, encore lui oui, au Grand Prix de Monaco, puis la première victoire avec Johnny Herbert quelques mois plus tard au Grand Prix d'Europe. Rubinho a d'ailleurs aussi eu la première pole position de l'écurie lors du chaotique Grand Prix de France qui va continuer à hanter cette chaîne. L'écurie est motorisée par Ford, qui dès 99 décide de l'acheter à son propre titre, le jour de l'anniversaire de Jackie d'ailleurs. En 2000, Stewart GP devient ainsi Jaguar, abordant les couleurs vertes et argent de l'historique marque automobile. Et aussi une certaine baisse de performance parce que Jaguar n'aura jamais de podium sous ce nom et Ford ne la finance pas vraiment assez pour que son écurie espère atteindre le niveau de grille. Pour que son écurie espère atteindre le haut de la grille. Les médiocres résultats de l'écurie n'aident vraiment pas Ford ou les investisseurs à l'aider. Heureusement pour eux, une certaine marque de boisson énergisante cherche au milieu des années 2000 à rejoindre le fabuleux petit monde de la Formule 1. Jaguar les intéresse donc bien puisqu'elle leur permettrait de le faire sans devoir commencer depuis le début. L'écurie est ainsi rachetée par le géant autrichien Red Bull et prend son nom en 2005, passant au passage sous bannière autrichienne. Si vous avez regardé la saison 2023, il y a des chances que vous connaissiez maintenant vachement bien l'hymne autrichien juste à cause d'eux et d'un certain pilote. La première victoire de Red Bull sous ce nom ne leur vient qu'en 2009, mais leur premier titre n'attend pas longtemps, puisque Sebastian Vettel devient le plus jeune champion du monde en 2010. Suivent 3 titres entre 2011 et 2013, avant que le changement de régulation de 2014 ne mette fin à cette domination. Cela dit, Red Bull n'a pas dit son dernier mot, puisqu'elle revient dès 2021 tout en haut du classement, pilote avec le titre acquis dans les conditions quelque peu douteuses, on va dire, de Max Verstappen. D'ailleurs, comme j'en parlerai jamais sur cette chaîne pour de vrai, sachez que mon opinion est que le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 est scandaleux, mais que Verstappen méritait le titre quand même, au même titre qu'Hamilton. Max la menace commence ensuite son règne de terreur qui ne prendra fin que toute fin 2025, quand il perd le titre à quelques points près face à Lando Norris et McLaren. Le dit règne a rapporté 4 titres, mais seulement 2 titres constructeurs à Red Bull, puisque Mercedes a quand même celui de 2021 et McLaren celui de 2024. A vrai dire, le titre de Verstappen masque le fait qu'en 2024, Red Bull n'est que 3ème au classement constructeur, ayant été dépassé par Ferrari en cours de saison. En termes de bonnes performances récentes, elle date de la fin de la saison 2025, avec la victoire de Max Verstappen, encore et toujours lui, au Grand Prix d'Abu Dhabi 2025, le dernier podium d'un pilote Red Bull qui ne soit pas néerlandais et celui de Sergio Perez au Grand Prix de Chine 2024, où il a fini 3ème derrière son coéquipier et Lando Norris. Comment dire que cette écurie est centrée sur Max Verstappen et qu'il a carré quasiment à lui tout seul à cause de ça sans vraiment le dire? Alors la section sur Haas va être très courte, puisque c'est une toute jeune écurie par rapport aux autres. Et par ça je veux dire qu'elle est arrivée il y a 11 saisons quand même, mais qu'elle n'a eu aucune autre histoire auparavant et qu'elle était donc la plus jeune jusqu'en 2025. Haas est né en 2016 sous l'impulsion de Gene Haas, un entrepreneur bien connu aux États-Unis qui avait déjà des équipes en NASCAR et en IndyCar, avec plus de succès que l'écurie de F1. Elle a fait une entrée assez fracassante en 2016 en marquant des points dès son premier Grand Prix. Et pas qu'un peu, puisque Romain Grosjean finit 6ème au Grand Prix d'Australie, ce qui est vraiment impressionnant pour une jeune écurie qui n'a fait que racheter les locaux d'une autre écurie, à savoir l'usine de Banbury de l'ancienne écurie Marussia, disparue en 2015. Ah oui, ils ont racheté que les locaux, Haas n'est pas un changement d'identité de Marussia, qui elle est techniquement devenue Manor Racing en 2016, pour votre information, les écuries de fond de grille des années 2010 c'est un monde à part, hein, croyez-moi. Malheureusement pour Haas, ce début tonitruant était comme un éclat avant l'ombre parce que les saisons suivantes de l'écurie ne seront vraiment pas aussi bonnes. L'écurie côtoiera même le fond de grille en début des années 2020 et leur saison 2021 est en particulier désastreuse, en partie grâce à la légende qui est Nikita Mazepin, dont les compétences lui ont valu le très flatteur surnom Mazespin. Pour une fois, je suis un peu obligé de dire que je comprends pourquoi. Bon, de toute façon, fils d'oligarque russe, agresseur sexuel ou non, la voiture était hachée depuis quelques années. Il y a toutefois une remontée de la pente pour Haas. En 2022, au Grand Prix de Sao Paulo, Kevin Magnussen arrive à arracher la pole position de la sprint. À l'époque où les qualifications étaient pour la sprint, qui a ensuite déterminé la grille de départ du Grand Prix, au nez de Mercedes qui finira par gagner la course. Cette pole position reste la seule de l'écurie à ce jour, mais elle prédit presque le retour de l'écurie dans le milieu grille.
En 2024, le team principal historique de Haas, Gutensteiner, est gentiment remercié et remplacé par Hayao Komatsu, l'ancien ingé de course de Romain Grosjean, parce que le monde est petit encore une fois. Avec Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, l'écurie se montre assez bonne pour régulièrement ou semi-régulièrement marquer des points, avec des faits de course parfois assez humoristiques comme le dépassement de Hülkenberg sur Perez au Grand Prix d'Autriche, à la toute fin de la course, où il a Haas est apparemment assez puissant pour rattraper une Red Bull, ce jour-là c'est hilarant, ou encore le fameux train de DRS, dont on se rappelle tous du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024. Faut dire, il s'est passé ça et au Lieberman, hein, donc la meilleure performance de l'écurie à ce jour, ou du moins la plus récente, est d'ailleurs la 4ème place d'Oliver Berman au Grand Prix du Mexico City 2025. Et oui, j'aurais adoré voir Oli sur le podium, hein, ça aurait été super cool à voir. Oliver Berman, qui à lui tout seul me permet de montrer que A est aussi comme l'écurie B de Ferrari depuis leur arrivée en F1, ayant accueilli un certain nombre de pilotes de la filière jeune pilote de la Scuderia. Et en particulier Berman, qui en 2024 a remplacé à la fois Carlos Sainz à Jeddah et Kevin Magnussen à Bakou puis Interlagos. Et cette année, eh ben on verra si l'écurie est vraiment la meilleure du reste. Bon, cela dit, la 5ème place d'Oliver Berman en Chine me convainc un peu que l'écurie est peut-être meilleure que McLaren finalement cette saison. Ils viennent d'arriver, frère. T'as cru j'avais une généalogie à remonter?